Donc, d'abord, je voudrais remercier très très vigoureusement les organisateurs qui m'ont demandé de définir la santé mentale en un quart d'heure. Donc, je dois dire que c'est un challenge qui est évidemment, pour une psychanalyste, absolument irrésistible. Je plaide coupable. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? D'abord, je vais commencer par dire qu'en tout cas, ce que je peux affirmer, il n'y aura pas grand-chose que je vais pouvoir affirmer dans l'affaire, mais là je peux l'affirmer, ce n'est pas le contraire de la maladie mentale. Ça, c'est déjà un aspect important. La maladie mentale, vous savez ce que c'est, ça va impliquer, on va dire de façon générale, la psychiatrie, avec son cortège d'invalidité, d'incapacité, de liberté prise avec la réalité externe, qui peut amener à des constructions délirantes ou à des hallucinations, ou des phobies invalidantes, ou des symptômes dépressifs suffisamment sévères, etc., etc. Sans oublier, évidemment, tout le domaine des relations aux autres, sur tous les plans. Bon, quand on est dans ce registre, le problème posé aux médecins généralistes est quand même le plus souvent une question d'orientation, d'arriver à orienter les patients, et c'est absolument pas le plus simple à faire, de toute évidence, et de les renvoyer à des soins hospitaliers s'il le faut, chimiques s'il le faut, voire psychothérapeutiques s'il le faut. Bon, ça c'est assez simple. Ok. Maintenant, évidemment, la santé, de quoi s'agit-il? Freud, à qui on posait la question, a répondu de façon extrêmement lapidaire: aimer et travailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il s'agit de disposer d'une suffisamment grande quantité d'énergie psychique qui puisse être investie dans des activités en lien avec l'extérieur. Des activités professionnelles, des activités émotionnelles, sentimentales, etc., etc. Donc, c'est bien l'idée que c'est une notion de quantité d'énergie psychique libre, disponible, qui va être en question pour pouvoir élaborer l'idée d'une santé mentale. Investir autrui, d'une part, investir des activités sublimatoires, d'autre part, c'est-à-dire avoir du temps de cerveau disponible, comme a très astucieusement dit quelqu'un, en parlant d'autre chose. Mais bon, pour autant, vos patients viennent vous voir avec une demande singulière et souvent bien floue, qui appartiennent à ces catégories, qui considèrent qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas assez d'énergie disponible par rapport à ce qu'ils voudraient, que leur univers est envahi d'un certain nombre d'éléments qui vont les empêcher, ou dont ils ont le sentiment qu'ils vont les empêcher de vivre comme ils l'entendent, ou comme ils l'entendraient. Alors, ces patients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Souvent, c'est un petit peu compliqué. Ils vous disent qu'ils voudraient aller mieux. Ils vous disent qu'ils ne se sentent pas bien. Ils sont angoissés, ils sont déprimés, entravés dans les aspects de leur vie quotidienne. Ils se retrouvent dans des situations dont ils ne peuvent que constater qu'elles se répètent à leur insu. Ils sentent bien qu'ils ne donnent pas toutes leurs mesures, ils ne sont pas en bonne santé mentale. Mais de quoi s'agit-il? Alors, évidemment que le problème majeur, me semble-t-il, quand on commence à explorer ce champ-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de catégorie. On n'est pas en tout ou rien, on n'est pas malade ou bien portant dans le domaine de la santé mentale. Il existe évidemment tout un continuum entre le normal et le pathologique, entre la santé et la maladie, entre le meilleur et le pire, et donc toute la question va être la question de savoir où est-ce qu'on met le curseur, qui met le curseur, et comment mettre le curseur. En plus, pour compliquer encore un petit peu la chose, ce continuum entre le normal et le pathologique est en mouvement permanent pour un même individu. Ça change tout le temps. Le curseur se déplace en permanence, et donc la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut traiter, quand est-ce qu'il faut prendre la question
de façon approfondie, ou quand est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une difficulté qui appartient à notre vie de tous les jours, à tous. On est tous, de temps en temps, pas bien dans notre tête. Le seul indice apparent qui me paraît suffisamment définissable, même si vous allez voir que ce n'est pas si simple, c'est celui de l'évaluation de la souffrance psychique. On en parlait tout à l'heure. Hein. Bon, quand ça ne va pas, ça fait mal. Il y a une douleur. La douleur psychique, tout à l'heure on nous disait que ça n'a d'existence que quand il y a de la conscience. Évidemment, en tant que psychanalyste, je ne vais pas forcément être d'accord avec ce point-là, mais ça pourra se discuter. Mais en tout cas, c'est vrai que, en tout cas au niveau de la demande arrive lorsque c'est devenu conscient et lorsque ça fait assez mal pour qu'on puisse en parler. Donc ça, d'accord. Et tout fait mal. Donc les angoisses font mal, les angoisses plus ou moins intenses, plus ou moins diffuses, plus ou moins centrées sur des réalités, ou bien au contraire sans accroche externe définie. Les vécus dépressifs, ça fait mal, ça fait très mal, depuis l'humortrisme jusqu'au sentiment de nullité absolue, en passant par une absence d'intérêt pour tout ce que le monde a à nous proposer comme interaction. En continuant mon petit catalogue, on peut avoir des vécus de culpabilité, plus ou moins reliés à des faits externes, des autocontraintes sadiques, ça fait mal ça aussi, hein, quand on s'oblige à faire des choses, quand on se sadise soi-même. Ou bien des répétitions à l'identique, comme je le disais tout à l'heure, des répétitions de situations insatisfaisantes que, pour une raison totalement inconnue de nous-mêmes, on se met à répéter encore et toujours. Alors, vous avez peut-être vu que j'ai insidieusement déplacé mon propos, puisque je suis en train de vous raconter comment c'est quand ça ne va pas, mais je ne vous raconte toujours pas comment c'est quand ça va. Eh bien parce qu'effectivement, c'est encore plus difficile à définir, le « ça va ». La seule chose que je pourrais vous dire là, pour définir le « ça va », c'est que c'est exactement la même chose que tout ce que je vous ai raconté en vous disant « ça va pas », mais en moins fort, mais en moins intense, en moins douloureux. C'est tellement moins douloureux qu'on va considérer, bon, ça c'est aussi une question, on va considérer que c'en est acceptable. Et que c'en est acceptable puisque c'est compensé par ailleurs à bien mieux, à des satisfactions, qu'elles soient d'ordre intellectuel, d'ordre artistique, d'ordre relationnel, etc., etc., etc. Donc à ce moment-là, il peut y avoir une espèce de compensation globale qui va faire qu'on va se dire que, grosso modo, c'est pas si mal que ça la vie qu'on a. C'est donc une question de dosage, mais ce dosage est difficile. Il est évident que l'habituelle échelle de douleur que vous connaissez bien et que vous utilisez tous est quand même extrêmement imparfaite en cette circonstance. La souffrance psychique est subjective, comme toute souffrance, mais encore peut-être un peu plus, individuelle et fluctuante. Chacun d'entre vous, tout médecin, sait qu'il existe au niveau de la douleur physique des chochottes et des gens durs à la douleur. C'est totalement applicable, et encore bien plus aussi, pour la douleur psychique. Il y a des durs à cuire, il y a des gens qui supportent, et puis il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui envahissent la consultation, et qui, pour autant, souffrent pas forcément tant que ça. Donc évidemment, l'auto-évaluation de la douleur, ça ne marche pas. L'hétéro-évaluation de la douleur, ça ne marche pas non plus, puisque sur quelle base pourrait-on s'appuyer? Donc il y a quand même un aspect de coefficient de pondération qui appartient complètement au consultant et qui lui appartient tant que le dosage de ce coefficient de pondération, il est aussi relié de manière extrêmement intime à l'intime du médecin lui-même. Quand on va pas bien soi-même, eh bien, on n'a pas la même réactivité à la douleur de l'autre.
Et notre propre curseur va se mettre à un endroit différent en fonction de notre propre état à recevoir la douleur et la souffrance de l'autre. Donc vous voyez que rien de tout cela n'est réellement quantifiable. Et je n'ai pas non plus de diapo. Le seul élément, évidemment, sur lequel le médecin puisse s'appuyer pour pouvoir se définir, évaluer, se représenter la douleur d'autrui, la souffrance psychique d'autrui, eh bien, c'est la propre résonance en lui que peut avoir la souffrance qui va être présentée par le patient. On peut parler d'empathie de manière un peu générale, même si c'est un terme dont il faudrait beaucoup plus approfondir le sens, mais en tout cas de résonance interne, résonance intime, c'est le seul élément sur lequel on puisse s'appuyer, puisque c'est celui-là qui va nous permettre de mettre notre curseur à un endroit ou à un autre. Mais évidemment, le problème de l'empathie, c'est que on pourrait imaginer ce que ce n'est pas. C'est-à-dire l'empathie, c'est pas se fondre complètement dans la douleur de l'autre, parce que c'est évident que si un soignant se fond complètement dans la douleur de l'autre, eh bien, il n'est absolument plus en possibilité de l'aider. Donc, il ne s'agit pas non plus d'avoir une espèce de, de partage absolu. Ça ne pourrait pas aider à placer le curseur. Mais quand même, de se demander ce qu'on ressent en écoutant ce que le patient nous dit de sa souffrance psychique. Qui, alors, avec tout ce que je vous ai dit, peut donc dire si cette douleur est réellement insupportable ou pas, si elle est à prendre en charge sur un plan médical ou pas? Il n'y a que le patient qui puisse dire ça. Sauf que le patient, ce n'est pas ce qu'il va dire au plan manifeste qu'on va entendre, c'est tout un ensemble d'autres éléments, dont le manifeste est un élément parmi d'autres, mais d'autres éléments qui sont, alors là je retrouve le corps et l'esprit de tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement des manifestations émotionnelles, des manifestations physiologiques, des manifestations physiques, des éléments de réalité de la consultation et de l'auscultation, et puis, donc, ce que le médecin ressent de la douleur de son patient. Donc, le problème de la consultation médicale, c'est qu'effectivement, elle va être transférentielle a priori. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand un malade va voir un médecin, il est évident que le médecin va être d'emblée investi dans une fonction soignante, dans une fonction de sauveur, dans une fonction de celui qui a la baguette magique, c'est-à-dire la mère, en fait. C'est-à-dire celui qui va lui dire « Allez, viens, je vais te soulager, tu vas voir, viens avec moi, et je vais résoudre tous tes problèmes. » Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut faire avec cette situation qui se complique encore par le fait que, même si le patient vient en vous disant « Je veux changer, je veux que ça aille mieux, je veux arriver à aller mieux dans ma tête », eh bien, pour un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et on en arrive à la résistance au changement, qui est quelque chose de tellement important dans notre profession et qui nous conduit à des contradictions absolument énormes entre le discours manifeste et l'intention réelle. Mais sauf que le patient, ce n'est pas du tout de la menterie, ce n'est pas pour vous rouler dans la farine, c'est que lui-même n'en sait rien. Lui-même ne sait pas qu'il ne veut pas bouger, qu'il ne veut pas changer. Alors pourquoi? Eh bien, très vite, on va, pour essayer de comprendre ça, s'attarder sur le concept d'économie psychique. Le psychisme, dans tous les cas de figure, recherche un degré optimum d'équilibre. C'est le curseur dont je vous parlais tout à l'heure. Un équilibre entre toutes les forces en puissance, celles qui recherchent une réalisation directe des désirs, celles qui tiennent compte de la réalité, celles qui interdisent l'accès à tel ou tel désir considéré comme coupable. Ceux qui sont un tout petit peu familiers de la théorie psychanalytique ont reconnu le ça, le surmoi et la réalité extérieure. Notre moi est complètement soumis à ces trois forces, qui sont trois forces contradictoires, et c'est l'équilibre global qui en ressort de ces trois forces qui va nous donner notre équilibre psychique du moment.
Et on visualise classiquement cette situation en prenant comme image une image d'une armée et d'une frontière et d'un pays. On est dans un grand pays, il y a des frontières, il y a des armées qui les protègent. Ces armées sont plus ou moins importantes de chaque côté de la frontière. Plus elles sont importantes d'un côté, plus forcément il faut qu'elles soient importantes de l'autre pour faire contrepoids. Et au prix de ces frontières, au prix de cette lutte aux frontières, à l'intérieur du pays, on peut vivre à peu près en paix. Et voilà. Sauf que plus il y a de conflits, plus il faut de soldats, plus il faut les armer, il faut les nourrir, et on va dépenser une énorme quantité d'énergie. Et donc, lorsque les conflits sont par trop importants, il va y avoir un drainage de toute l'économie du pays vers l'économie de guerre. Et c'est là que, insensiblement, on va passer du normal au pathologique. Et c'est ça qui amène souvent un certain nombre de discours de patients qui disent « Ah mais je viens vous voir, je ne comprends pas, je suis tout le temps crevé, je ne comprends pas, il n'y a aucune raison, je ne fais pas grand-chose. » Ben oui, il ne fait pas grand-chose, sauf que toute l'énergie psychique va être drainée par ce combat qui se mène en interne. Et ça va à l'autre extrême pour des patients schizophrènes dont on sait l'extrême fatigue et l'extrême aboulie qui témoignent bien du fait que toutes leurs forces sont toutes envoyées dans la bagarre à la frontière. Donc, lorsqu'un patient vient demander un mieux-être, vient demander une réponse à son mal-être, soit il ignore que la réponse passe nécessairement par une étape qui va viser à modifier l'équilibre qu'il a trouvé, parce que c'est toujours un équilibre même s'il est mauvais. Il a trouvé un équilibre, bon, mais il va falloir le modifier si on veut que ça avance. Il faut qu'il accepte éventuellement de modifier cet équilibre. Donc soit il s'en doute quand il vient vous voir, soit il n'en sait rien, mais s'il s'en doute, ça risque de le faire reculer. Il a peur, évidemment. Il craint de se retrouver avec un soignant, à l'image de Raoul dans Les Tontons Flingueurs. Je le cite, Raoul, hein. « Moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, je dynamite, je disperse, je ventile. » Ça ne fait pas très envie, hein. Et donc, c'est vrai qu'il peut arriver que les morceaux de puzzle soient temporairement éparpillés un petit peu de tous les côtés, et qu'ensuite, le travail de reconstruction vise à remettre les morceaux du puzzle, mais pas les mêmes, au même endroit, de remettre des morceaux dans un nouveau puzzle qui décrit une nouvelle image, où il y a un nouvel équilibre psychique, et c'est bien de cela dont il va s'agir. Donc, un dernier point, et puis je vais conclure. C'est pas parce qu'un patient vient se plaindre de ses symptômes qu'il demande à en être débarrassé, je vous le disais tout à l'heure, ni même d'ailleurs que ce serait souhaitable de l'en débarrasser. Pour certains, la remise en cause de l'équilibre est plus dangereuse que les désagréments qu'ils rencontrent. Et cela, pour les deux extrêmes, soit ceux qui ne sont pas en si mauvaise santé que ça, tout compte fait, même s'ils font partie des chochottes et qui se plaignent tout le temps, soit pour ceux pour lesquels l'équilibre est déjà pas si mal que ça, compte tenu de ce qu'ils risquent par derrière. Donc, ceux-là, comment prendre en compte leurs demandes, comment écouter leurs souffrances, alors que ce n'est pas de remise en cause qu'ils viennent chercher, ce n'est pas de guérison ou d'amélioration, ce n'est pas ça qu'ils souhaitent. On peut considérer que dans un certain nombre de cas, juste une écoute attentive, juste la prise en compte de la souffrance, la reconnaissance de la souffrance, peut être déjà un point tout à fait essentiel pour ces patients-là, pour lesquels il n'y aurait pas validité à, je dirais, essayer de les faire changer. Ceci dit, ils résistent bien, de toute manière. Pour conclure, il existe également un autre cas de figure qu'en première analyse, on pourrait qualifier de diamétralement opposé à tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Je vais très bien, je n'ai aucun problème psy, je suis parfaitement heureux. J'ai juste de la tension, des ulcères, des insomnies, un risque cardiovasculaire, une colite hémorragique, et j'ai eu un accident de voiture la semaine dernière par inattention. Question,
ce patient est-il en bonne santé mentale? Je vous remercie.